Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de Claude. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va très bien et toi? Très bien aussi. Et pour l'histoire, on enregistre une série de 3. Ça, c'est le 3e de la série. Fait que c'est très drôle de se reposer la question si on va bien à chaque fois. Et ça nous permet de sourire et de mettre un peu de sourire dans notre voix. Le dernier de cette série-là, c'est une série de questions. Tu vas me poser un quiz, comme tu dis, qui va permettre justement de poser des questions qui relatent un peu par rapport aux 2 épisodes précédents qu'on a enregistrés, mais qui fait un grand tour de questions que tu reçois et qui permet justement de couvrir des angles peut-être qui n'ont pas été bien couverts dans les épisodes précédents. Oui, bien, on va commencer avec une question, c'est des sous. Le retour sur l'investissement en cybersécurité pour une PME, oui ou non, et tu développes ta réponse. C'est très difficile à mesurer. J'ai pas de oui ou de non en l'occurrence. J'espère d'avoir un oui, un retour sur investissement. Et là, il faut mesurer l'étendue de l'investissement qui est à faire. C'est pour ça qu'il est à développement aussi, parce que c'est pas simple. Faut que les investissements soient à la hauteur de ce qui est à protéger. Il faut que c'est sûr que ça vienne mesurer et correctement les bons éléments. Les PME font face à plusieurs défis. Un, d'argent, parce que c'est pas de l'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres, malheureusement. Donc, ils ont quand même des choix à faire financiers qui sont par rapport à les éléments qu'ils ont. Et c'est de mesurer la menace réelle qui pèse sur eux. Puis ça remonte il y a très longtemps, j'avais fait un mandat dans une compagnie de transport, de camions. Et un de leurs défis qu'ils avaient, qui n'était pas informatique, mais les autres avaient, c'est les vols de leur remorque qui se faisaient ou du contenu des remorques. Et une des menaces dans lesquelles ils devaient se défendre, c'est le fait que les voleurs arrivaient avec de l'azote liquide pour péter les cadenas qu'il y avait sur les remorques. Pendant la nuit, pendant que les chauffeurs se reposent, puis il faut qu'ils se reposent parce que c'est dangereux s'ils ne se reposent pas assez. Donc, il faisait ce genre de manœuvre. Donc, sa réflexion à lui, l'espèce de grand responsable de la sécurité, incluant informatique, avait ce défi-là dans son portefeuille. Fait que là, lui avait cette menace-là à régler. L'informatique, c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent faire éclater le cadenas pour voler le contenu. Ce qu'on a présentement, on enregistre, qui est le plus gros fléau, c'est les rançongiciels, c'est le vol, l'extorsion d'argent qui est soit en chiffrant, soit en volant de l'information des PME. Et c'est à tout niveau, petite PME, cabinet de dentiste, peu importe, tout le monde est visé par ce genre de choses-là. Donc, ces attaquants-là. Donc, le point là-dedans, c'est retour sur investissement, il faut se défendre contre ce genre de situation-là. L'information personnelle qu'on a, l'information sensible qu'on a, à quelle hauteur qu'on a, comment on est capable de le faire, soit si on n'a pas d'information sensible, d'avoir des bons backups, de bonnes sauvegardes de nos données. Si on se fait chiffrer, on fait juste partir à zéro puis on repart parce qu'on n'a pas d'information personnelle, on n'a pas d'information sensible, c'est pas grave, on part de nos systèmes, on a juste on doit reprendre 24-48 heures qu'on va avoir perdu. Si on a l'information personnelle ou sensible, là, ça devient un peu plus complexe, mais de s'assurer qu'elle est correctement protégée, qu'elle n'est pas facilement accessible, si on la protège. Mais c'est toujours des mesures qui sont généralement peu dispendieuses, ça prend quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais on est capable quand même assez bien, puis c'est bien fourni par plusieurs fournisseurs qui sont spécialisés en PME, de petites interventions qui vont minimiser les dommages puis qui vont amener les PME à un niveau sans avoir du gros fling-flang qu'on va retrouver en grande entreprise. Puis là, c'est là où c'est important. Parlez des gens qui sont spécialisés en PME parce qu'ils vont vous donner des solutions adaptées à votre situation. Si vous parlez des gens qui sont spécialisés en grande entreprise, ils vont vous sortir des affaires épouvantables puis ils vont vous faire peur. Puis là, ensuite, vous n'avez pas d'investir en cyber parce qu'ils vont sortir des choses qui n'ont aucun sens au niveau du prix. Fait qu'il faut éviter cet élément-là. C'est effrayant que le hasard fait bien les choses. Ma deuxième question, c'est cybersécurité à petit budget, solution gratuite, fiable ou pas fiable? Bien choisi, oui, c'est fiable. Oui, ça existe, la sécurité à petit budget. Ça se fait bien. On a malheureusement, à bien des égards, puis on le fait encore, favoriser des solutions commerciales à gros prix pour des choses qu'on pourrait avoir à peu cher ou des services qui sont vraiment bien adaptés. Donc, on est capable d'avoir dans l'open source, on est capable d'avoir des solutions qui sont simples, faciles, et comme je mentionnais dans ma réponse précédente, avec un expert qui vous accompagne, il va vous trouver votre solution soit gratuite, soit peu dispendieuse, qui va arriver à répondre correctement au niveau de sécurité que vous avez besoin pour protéger ce qui vous est le plus précieux. Puis ça revient toujours à ça.
définir ce qui est le plus précieux, soit parce que ça a une valeur pour votre entreprise, ou soit par la loi. Information personnelle est obligée d'être précieuse de facto. Comme tous les commerces qui ont des cartes de crédit à traiter, ben, il y a de l'information qui s'est imposée contractuellement. Donc, la carte de numéro de carte de crédit devient précieux par contrat dans ce cas-ci. Donc, déployer des mesures qui sont adaptées. Il en existe beaucoup de solutions peu dispendieuses qui sont quand même de très bonne qualité, qui ont prédit de grandes entreprises et qui pourraient être déployées dans des PME facilement par des gens qui s'y connaissent, par des gens et des passionnés qui aiment bien ce genre de choses. C'est bien. Dans le fond, la loi 25 versus cybersécurité, qui est la plus prioritaire ou le plus prioritaire à faire, à mettre en place? C'est une drôle de question. Et là, tout le monde va prêcher pour sa paroisse. Mon réflexe à moi, c'est loi 25 à priorité, comme PCI et DSS avaient priorité sur la cybersécurité. Là, je vais me faire lancer des tomates par les gens en cyber. Cela étant parce que les obligations contractuelles de PCI et DSS ou légales de loi 25 ont priorité sur tout, dans tous les cas. Donc, on ne peut pas les censurer, ils sont comme ça. Il y a des bénéfices d'être conforme loi 25 ou d'être conforme PCI et DSS parce que ça nous amène des pratiques de cybersécurité qui peuvent protéger les informations. Donc, il y a un gain pour la cybersécurité à travers ces actions-là. Juste le fait dans la loi 25, comme on a mentionné, le fait d'avoir l'inventaire de ces données, c'est un avantage énorme qui est un bénéfice cyber qui est amené par la loi 25. Fait que par l'obligation et les bénéfices, cybersécurité, malheureusement, en deuxième. Ah, c'est bien. Dans le fond, les attaques par ingénierie sociale ciblant les entreprises ou les PME, le maillon faible est les circonstances ou l'humain? Plus les circonstances que l'humain. Puis ça, j'en ai abondamment parlé, là, ça, puis avec des gens qui s'y connaissent. Le fait, on va se faire avoir, et tous les humains vont se faire avoir, aussi bon qu'on pense qu'on peut être. On se fait toujours avoir. Si c'est le contexte qui nous prédispose à répondre à quelque chose, on va y répondre sans se poser de questions. Comme un zombie parce que c'est supposé être comme ça. Ça suit le processus, ça suit les choses. On répond à ce que la personne s'attend. Et donc là, les défenses naturelles vont se descendre tout seul et on va se faire avoir. Je me suis fait avoir. Je connais plein de gens qui se sont fait avoir. Ben, Nicolas, moi, je me suis fait avoir aussi. Puis c'était dans un temps, j'ai cliqué sur un lien, c'était un phishing fait par mon entreprise. J'ai cliqué sur le lien, puis je savais pertinemment, j'avais pas le temps. C'était vraiment, le timing était... C'est ça. C'est vraiment une question de contexte. C'est un élément, puis ça, je travaille avec... je travaille. Je participe de temps en temps avec un groupe de travail en France qui est là-dessus, qui mesure qu'est-ce qui peut être fait comme élément pour réduire les manques contextuels qu'il fait. Notamment, dans leur étude était sorti le fait que les gens sont plus propices à cliquer sur des liens malicieux en fin de journée qu'en début de journée, par exemple. Fait qu'il y a des éléments comme ça qu'il faut faire qui sont toujours contextuels. Et là, c'est de prendre le temps, soit de savoir où on est sensible, quand on est sensible, et de toujours conserver cette vigilance-là, même si c'est un peu plus difficile. S'il y a des choses qui sont louches dans ce qui se passe, toujours cette espèce de surveillance-là, s'assurer que même si ça ne marche pas, mais c'est toujours une question de contexte, puis on est tellement fragile à ça, comme humain. Oui, tu as raison. Dans le fond, multifacteur, MFA, oui ou non? Oui. Oui, puis c'est une réponse qui tend à évoluer. Le MFA a été grandement popularisé, disons, par tout le télétravail que le confinement nous a amené. De fait que, comme tout le monde est maintenant rendu dans un contexte comme ça, tout le monde a connu cet élément-là, tous les gens plus dans le travail de bureau. Ça s'est arrivé à peu près partout. C'est maintenant le minimum viable, c'est le MFA qui nous a été amené avec ces éléments-là. Cela étant dit, ce MFA-là n'est même plus suffisant à l'heure actuelle. Il est en train d'être dépassé parce que les attaquants étant ce qu'ils sont imaginatifs. On a mis une barrière devant eux. Ils ont sauté la barrière. Ils ont trouvé des façons de contourner le MFA qu'on a connu pendant le confinement. Tous ceux qui l'ont connu pendant le confinement. Je connais des entreprises qui
même post-confinement, on n'avait pas encore le MFA, là, mais c'est plutôt rare, heureusement. Mais cela étant dit, c'est la barrière minimum, c'est le MFA. Puis même encore le MFA avec le SMS, cette barrière-là, ça fait longtemps qu'elle n'est plus valide, même si c'est un minimum. C'était un minimum viable pendant le confinement, ça ne l'est plus maintenant. Le MFA par push, comme on a sur nos téléphones maintenant, ou par clé, c'est le MFA qui est le minimum qu'on devrait avoir sur tous nos services, sur tout ce qu'on consomme. Plus il y a de l'argent associé à ça, plus soyez prudents. J'ai eu un cas personnel, puis c'est là le MFA entre en jeu, puis la réflexion. J'étais en train de faire mon jogging, je l'ai sorti sur le 600e épisode. Je faisais mon jogging tout le matin. J'ai reçu une alerte de ma banque comme quoi il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer parce que j'avais un MFA activé sur mon compte. J'ai reçu un texto qui me disait c'était quoi. Fait que là, je me suis dit, texto, c'est pas bon. SMS, c'est pas un bon MFA. Je me suis dépêché à retourner à la maison au pas de course pour faire. Et j'allais immédiatement changer mes mots de passe. J'ai immédiatement changé mes éléments d'authentification avec ma banque qui permet maintenant des authentifications 2 facteurs évoluées. Dans le cas de Desjardins, qui est mon cas, qui est mon exemple. Donc, je suis capable d'avoir une clé physique qui est maintenant l'élément dans lequel on est rendu. On est malheureusement rendu. Tout ce qui est cryptographique, donc une clé qui permet de protéger mon compte de banque en l'occurrence. Donc, j'ai eu la frousse. C'est un exemple comme ça parce que puis j'ai de l'argent associé, fait que ça aide ça, à prendre des décisions. C'est un très bon motivant à aller rapidement agir. Fait que j'ai tout fait mes choses à ce moment-là parce que j'ai quelqu'un qui a attaqué mon compte de banque. Donc, ça, mais c'est la même chose de tous vos services prioritaires, courriel, QuickBooks, si vous avez des choses, vos systèmes comptables, tous vos systèmes qui sont relatifs au fonctionnement de votre entreprise, au cœur de votre entreprise, tout autant que possible du MFA pour pouvoir accéder à ces systèmes-là, justement pour ne pas vous trouver dans une situation complexe. Dans le même ordre d'idée, voûte de mot de passe ou carnet de mots de passe en PME? Ah, ça, c'est une question qui amène beaucoup d'émotions. Les puristes en cyber vont dire la voûte de mot de passe, c'est la meilleure façon, blablabla. Oui, mais il faut monter, puis là, on remonte dans de la vraie analyse. Est-ce que c'est mieux d'avoir un carnet avec ses mots de passe dans le tiroir du bureau que pas de voûte, parce que dans le fond, ça soit une voûte mal configurée? Vaut mieux le carnet dans le tiroir du bureau qui protège l'entreprise que d'avoir quelque chose qu'on ne veut pas utiliser, qui est trop complexe ou peu importe, ou qui a des coûts aussi associés à ce genre d'usage de ça. Ça amène un degré de complexité. Fait que vaut mieux ça que de même mot de passe partout. Puis là, on revient sur la question présente. Le MFA doit aussi être présent. Donc, le mot de passe lui-même, même dans l'absolu, n'est plus une barrière suffisante pour protéger. Donc, déjà, carnet, mot de passe différent partout, MFA. Et si vous allez plus loin, puis pour ça, je conseille généralement la voûte parce que c'est facilitant. C'est l'usage d'une voûte. Ça permet de stocker rapidement, copier-coller. Ça gère un paquet de choses. Les voûtes, maintenant, sont très, très chouettes à bien des égards. Donc, ça rime avec les nouvelles tendances, le passwordless qu'on voit beaucoup. Toutes ces nouvelles façons de protéger nos comptes. Les voûtes de mots de passe les intègrent, facilitent ces éléments-là. Donc, ça vous sauve beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, carnet, si vous ne voulez pas aller avec la voûte. La voûte, c'est un must, mais puis dans l'absolu, puis c'est le modèle de menace. Puis ça, c'était Andréane Bergeron qui avait parlé de ça. Puis il y en a plusieurs autres qui parlent régulièrement sur le podcast de ça. C'est pour voler qui va venir voler le carnet de mot de passe. Si les attaquants de lesquels ils vont faire des choses néfastes sur votre entreprise sont en Chine, puis vous êtes situé dans le fin fond de Port-Neuf, ce serait étonnant qu'ils envoient quelqu'un venir chercher vos choses dans votre carnet, dans votre bureau. Puis même, à la limite, c'est un peu mieux protégé que dans le carnet dans le bureau parce qu'il faut que quelqu'un physiquement y aille dessus. Si votre menace, c'est vos employés qui pourraient venir voler votre carnet de mots de passe, là, c'est un autre élément. Donc, s'assurer là, de le tenir sur vous ou ne pas utiliser un carnet parce que la menace est qu'un employé qui voudrait vous voler ou accéder illégalement à votre système, voler de l'argent, des choses comme ça. Donc, voler du temps. Donc, dans ce moment-là, le carnet dans le tiroir du bureau, c'est un peu moins bon dans ce cas-ci parce que l'attaquant, celui qui veut, il est à côté de vous versus l'attaquant qui est en Chine, en Russie ou tous ces pays qui sont hostiles à l'Occident. Dans le fond, ça veut dire Soleil 1, 2, 3 avec un MFA, c'est pas bon. C'est pas super bon. C'est vraiment pas super bon.
Parce que ça lève déjà la première étape. Donc, la première barrière est déjà sautée. Le MFA, c'est justement le point, c'est qu'il y a plusieurs barrières à sauter avant d'atteindre l'information. Le MFA étant ce qu'on appelle le MFA, le token, le jeton, le numéro aléatoire qu'on reçoit sur notre cellulaire, des choses comme ça, c'est étant le MFA dans l'occurrence. Ça, c'est la deuxième barrière. Fait que si la première barrière est sautée, la deuxième vient nous arrêter. Je reprends mon exemple de compte de banque. La première barrière a été sautée parce que quand j'ai reçu le SMS avec les chiffres pour saisir, ça dit que quelqu'un avait rentré avec mon mot de passe. Fait que la première barrière était sautée. Donc, il était rendu à la deuxième barrière. Donc, il fallait que je change mon mot de passe que j'ai fait et j'ai activé un meilleur deuxième facteur qui m'assure à ce moment-là l'impossibilité, à moins que la personne me vole physiquement la clé, de réussir à accéder à ça. Fait que les deux sont nécessaires à ce moment-là. Puis, pour rajouter du contexte à ce moment-là, c'était la deuxième attaque que j'avais subie à l'intérieur d'une heure. La première, c'était sur mon compte Hotmail pour les vieux de la vieille, qui est maintenant un compte Outlook, mais ce compte-là a été attaqué. Fait que j'ai reçu une notification comme quoi quelqu'un avait essayé de rentrer, sur lequel j'ai refusé. Puis là, j'ai le deuxième facteur. Donc, le mot de passe, encore là, si le deuxième facteur relevé, c'est parce que mon mot de passe, c'est ça. Fait que j'allais changer mon mot de passe. Mon mot de passe, ça fait encore partie d'une fuite. Puis ça aussi, c'est la menace des mots de passe, toujours différents parce il y a des fuites. Les systèmes qu'on utilise, on ne sait pas quand ils vont fuiter. Ça arrive tout le temps. Ça aussi, c'est pour ça qu'il faut garder le mot de passe différent d'un système à l'autre parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. C'est bien. Un logiciel d'antivirus, protèges-tu contre les cyberattaques? Une cyberattaque, c'est trop vaste à ce sens-là. L'antivirus, là, on embarque dans du précis. L'antivirus classique, comme on l'avait avant, la réponse, c'est non. C'est insuffisant maintenant pour protéger adéquatement. Maintenant, on va appeler ça des antivirus de nouvelle génération, des EDR, ou tous ces éléments-là plus modernes, plus récents. Peux-tu expliquer EDR on s'adresse toujours aux PME? Oui, EDR, c'est pour ça que j'ai dit antivirus de nouvelle génération, parce que l'EDR est une approche plus poussée que ce que l'antivirus classique faisait. Donc, il rajoute des protections supplémentaires qui dépassent juste la signature de fichier. Il va détecter des comportements, par exemple, dans certains EDR. Donc, c'est ça. Pour ça, je préfère mettre le vocable antivirus nouvelle génération parce que ça couvre ça. L'EDR est plus un outil spécialisé qu'on va retrouver en entreprise qui est détection et réponse sur les points terminaux, essentiellement la traduction, ce qui nous donne une capacité d'intervenir. La réalité pour les PME, c'est un peu trop. On va trouver des solutions soit intégrées comme celle de Microsoft, qui est Defender for Endpoint, par exemple, qui est un EDR, mais qui est tout intégré, qui est un antivirus de nouvelle génération. Il y en existe plein sur le marché, CrowdStrike étant le plus connu, qui malheureusement, il y a un an, à peu près au moment où on enregistre, a connu un instant majeur, mais qui est un très bon de ce genre de choses-là. Il y en existe plusieurs autres. Donc, c'est toujours important d'en avoir un. Les versions gratuites, ces affaires-là, ne touchez pas à ça. Ça, c'est une place où la gratuité, c'est pas bon. Les antivirus gratuits, ça, c'est pas bon. Les antivirus sont intégrés, qui sont fournis par des compagnies reconnues, comme Microsoft, dans le cas de Defender for Endpoint. Ça, c'est un cas qui n'est pas gratuit, mais il est intégré à une licence qu'on paye déjà. Fait que utilisez ce que vous avez dans vos licences intégrées, que vous avez de la sécurité. M365 en a beaucoup. Google Workspace en a beaucoup. Regardez ça de ce côté-là. Il y a beaucoup d'outils que vous avez en main qui peuvent augmenter votre sécurité sans frais supplémentaires sur ce que vous payez déjà. Sinon, regardez, il y a soit des versions gratuites ou des versions peu chères pour beaucoup d'outils de sécurité qui peuvent être utiles. Dans le fond, on va changer de créneau. Dans le fond, un réseau Wi-Fi public quand on va à l'hôtel, c'est-tu sécuritaire? Ça? Mettons qu'on s'en va en congrès puis on veut faire... Quelle bonne question. Ça soulève les passions, ces questions-là. C'est dans l'ancien temps, effectivement, c'était pas sécuritaire d'utiliser un Wi-Fi public parce qu'il y avait beaucoup de dangers associés à ce genre de choses-là parce que les communications n'étaient pas chiffrées, n'étaient pas protégées correctement dans les services qu'on utilisait. Si on rentrait sur certains nombres de sites, l'information n'était pas protégée de façon native, de façon directe par la solution qu'on utilisait, par le service qu'on utilisait. Maintenant, ça n'existe plus, cette situation-là, depuis au moins 5 ans. Si on peut se dire qu'on a chassé ce problème-là, de par le fait que Google n'indexe plus les sites qui ne font pas de
vraiment donc de protection de base du contenu. Donc, déjà là, ça a obligé beaucoup de compagnies à se mettre à jour. Donc, ça a forcé les gens de façon très positive. Google a forcé les entreprises, les offreurs de services numériques à rehausser le jeu, à faire du chiffrement, à protéger leurs services. Donc, à protéger la confidentialité sur un réseau Wi-Fi public dans lequel toutes ces communications-là sont protégées. Tous les services qu'on utilise, M365, Outlook, toutes ces affaires-là, votre banque, tout ça est chiffré. Fait qu'il n'y a pas de danger que personne puisse voir le contenu de votre communication. Si vous ne cliquez pas, il y a des messages, genre ce certificat est invalide, des choses comme ça. Là, si vous cliquez là-dessus, là, vous mettez votre communication en danger. Par ailleurs, si dans un Wi-Fi public, il n'y a pas de message d'avertissement de cette nature-là, tout est propre, vous avez le HTTPS, le petit cadenas, il n'y a aucun danger d'utiliser un Wi-Fi public pour ce genre de choses-là. Ça, pour la majorité des gens, il y a des cas limites, on n'en parlera pas, où ce n'est pas conseillé, où il y a des éléments supplémentaires qui peuvent causer des risques encore sur des Wi-Fi publics. Mais pour la majorité des cas d'utilisation standard, si votre appareil est à jour, si tout est fait, vous utilisez des services légitimes de grandes compagnies, il y a zéro danger d'utiliser un Wi-Fi public pour ce genre de choses-là. Maintenant, les choses ont changé. Ah, c'est bien. Dans le fond, c'est-tu vrai ça qu'un site web, là, tu vas sur un site web sans toucher à rien, tu peux te faire infecter? La réponse est oui. Ça peut arriver. Puis c'est un certain problème d'ailleurs parce que les attaquants sont très imaginatifs. C'est des gens qui ne réfléchissent juste à ça. Fait que c'est ça leur travail. Là. C'est littéralement, à certains égards, c'est un métier ce qu'ils font. Ils sont payés de 9 à 5 comme des employés. Donc, ils avancent là-dedans. Oui, parce que certains navigateurs, donc c'est d'où l'importance. Votre navigateur web doit tout être toujours à jour. Si vous utilisez des navigateurs de type Chromium, c'est-à-dire Edge, Chrome, Brave, puis il doit en avoir d'autres, redémarrez-les à tous les jours. Ils vont se mettre à jour automatiquement. Fait que ça, c'est normal, c'est intégré. Ou assurez-vous qu'ils se mettent à jour automatiquement. Dans d'autres systèmes comme sur Mac avec Safari ou Firefox, mais normalement, Firefox aussi, il doit le faire. À chaque démarrage, il doit se mettre à jour. Safari, lui, c'est un peu, normalement, c'est le système d'exploitation, mais assurez-vous que les mises à jour soient toujours activées. Ça vient protéger contre ce genre de problème-là. Fait que déjà là, à moins qu'il y ait vraiment ce qu'on appelle un 0D, c'est-à-dire une chose qui n'est pas corrigée encore, mais qui est utilisée par des attaquants, c'est plutôt rare. Surtout pour le commun des mortels, ces attaques-là coûtent très cher, donc vont être utilisées pour des cibles très précises. Donc, ça touche rarement des PME ou ça peut toucher des PME qui sont spécialisées, mais si vous êtes dans ces secteurs-là, je pense que vous avez déjà des mesures de sécurité beaucoup supérieures à ce qu'on discute là. Mais autrement, pour le commun des mortels, non, mettez ça à jour. Les attaquants vont faire, puis ça, on pensait à une époque d'aller sur des sites louches était un danger d'aller faire ce genre de choses-là. La réponse, c'est oui. Des sites louches, c'est dangereux. Par ailleurs, maintenant, c'est plus loin quand je parle d'imagination. Ils ont commencé à infecter les publicités qui sont attachées sur les sites. Donc, ils s'injectent dans des choses plus légitimes. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours mettre à jour son navigateur, même si on va sur des sites louches, parce que les sites louches peuvent venir à nous sans qu'on veuille vraiment y aller. Donc, d'être très, très prudent de ce côté-là. Quand on parle d'EDR, les ADR ou les antivirus de nouvelle génération vont potentiellement protéger un certain nombre de choses, de sites comme ça vont donc les bloquer. Donc, empêcher ce genre de situation-là. Donc, de mettre des mesures le plus possible pour éviter que les attaquants puissent pousser des codes sur votre machine. Mais mettez à jour, toujours à jour. C'est une des meilleures façons de se protéger. C'est bien, dans le fond, ça fait pas mal le tour de mes questions au quiz. Par contre, la dernière que j'aimerais te poser, c'est quoi le rôle des dirigeants de PME face à la cybersécurité et la protection des renseignements personnels? C'est quoi leur rôle? De par la loi pour la protection des renseignements personnels, sont le plus haut responsable de facto. C'est eux qui sont nommés. Surtout dans une PME, mais c'est aussi valide dans la grande entreprise, les décisions de cybersécurité arrivent toujours du haut. Si le plus haut dirigeant n'y croit pas, il n'y aura pas d'énergie réelle qui va être mise dans l'entreprise là-dessus. Donc, c'est eux qui doivent être porteurs du message de cybersécurité dans leur entreprise. Donc, de mettre les moyens en place, financiers, humains, et de favoriser une culture de cybersécurité, donc de protection des informations, et d'être capable de mesurer, parce que c'est eux, dans l'absolu, qui vont être capables de dire ce qui est précieux dans l'entreprise et ce qui ne l'est pas.
Donc, de mettre les énergies aux bons endroits, de protéger ce qui est essentiel. Ça peut être une liste de clients, ça peut être une méthode, un procédé de fabrication, ça peut être l'usage de certains outils, ça peut être de l'information, de la propriété intellectuelle, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Mais c'est eux qui vont être capables de dire, OK, ben pour moi, ce qui fait ma différenciation, ce que mes concurrents aimeraient avoir, c'est cette information-là. Donc, protéger cette information-là en dehors de ce qui est obligé par les contrôles par la loi 25. Et loi 25, c'en en a une, mais il y en a d'autres lois là, qui peuvent affecter les PME ou dans certains secteurs. Le secteur financier, par exemple, il y a des lois qui leur sont spécifiques, mais de s'assurer que c'est eux qui sont les porteurs de cette culture-là dans leur entreprise. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de répondre à cette question-là. Puis j'espère que ça a pu aider certaines personnes qui vont écouter le podcast puis pour dire en fin de compte, il faudrait vraiment que je m'occupe de ce dossier-là. J'espère beaucoup. Merci pour les questions parce que c'est quand même, tu as mis du temps pour trouver les questions, tu as récolté ça autour de toi. C'est important parce que c'est une représentation de ce qui se passe. Puis je pense qu'on ne met pas assez d'énergie, de temps et d'amour à aider les PME à croître là-dessus parce que c'est quand même le tissu économique du Québec, du Canada et du monde en entier, les PME. Et à chaque fois qu'une PME tombe sous le fait d'une cyberattaque, ben c'est un peu ce tissu social-là, ce tissu économique-là qu'on affecte et ça vient nuire à l'ensemble des gens et qu'ils peuvent vivre ces moments-là. Donc, désensibiliser, je trouve que c'est une chose très, très importante. Merci pour ton temps et tes questions. Ça fait plaisir.